J'y ai remplacé 2 chauffe-eau, une toiture, 3 moteurs de voiture et un sol de cuisine entier au cours de ma vie. Je ne m'attendais pas à ce que ma hanche soit la prochaine sur la liste. Le chirurgien, un jeune homme nommé Dr Laurent, qui semblait avoir une quarantaine d'années et parlait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait pratiqué cette intervention 800 fois, m'a dit qu'une prothèse de hanche à 78 ans était, selon ses propres termes, une opération de routine. Il l'a dit de la même manière que les gens parlent d'une petite intervention quand ce n'est pas leur propre corps qui se trouve sur la table des opérations. J'y ai hoché la tête poliment. Cela fait 78 ans que je hoche la tête poliment face aux gens. C'est peut-être ma plus grande compétence, et pourtant, elle ne m'a jamais rendu service. Je m'appelle Antoine Lefebvre. J'y ai 78 ans. J'y ai été ingénieur en génie civil pendant 40 ans. Je sais exactement quel poids une structure peut supporter avant que quelque chose ne cède. Je n'aurais simplement jamais pensé devoir appliquer ces mathématiques à mes propres enfants. J'y ai prévenu mes 3 enfants 6 semaines avant la date de l'opération. 6 semaines. Je veux que vous gardiez ce chiffre en tête. Pas 6 heures, pas 6 jours, 6 semaines entières, 42 jours, au cours desquels n'importe lequel d'entre eux aurait pu entourer une date sur un calendrier, s'arranger pour faire garder les enfants, poser une demi-journée de congé, ou simplement prendre l'autoroute A6 en direction de Chalon-sur-Saône, en Bourgogne, pourraient s'asseoir avec leur père avant qu'ils ne subissent une anesthésie générale à 78 ans. Je vais vous raconter ce que chacun d'eux a fait de ces 42 jours. Renaud, mon aîné, il a 49 ans, m'a appelé un mardi soir de septembre. Je pouvais entendre la télévision en fond sonore, une sorte d'émission sportive, et cette qualité des attentions si particulière qui m'indiquait qu'il faisait défiler l'écran de son téléphone en même temps. Il a dit, « Ne t'inquiète pas, papa. On sera tous là. » Puis il m'a demandé, avec ce que je ne peux décrire que comme une efficacité admirable, si j'y avais parlé à quelqu'un récemment de la valeur immobilière de la maison de la rue des Tilleuls. Juste par curiosité, juste pour faire la conversation. Camille, mon deuxième enfant, m'a envoyé un message vocal. 4 minutes et 22 secondes. Je connais la durée exacte parce que je l'ai écouté 3 fois. Pas parce qu'il était émouvant, mais parce que j'y attendais sans cesse qu'elle dise quelque chose qui ressemble à un plan concret. Elle était tellement désolée pour le timing. Au travail, c'était devenu absolument impossible. Son mari, Damien, avait un déplacement professionnel. Les enfants avaient des activités scolaires. Elle allait absolument, certainement, définitivement trouver une solution et être là. Elle a utilisé l'expression bien sûr papa 4 fois en 4 minutes, ce qui fait environ un bien sûr par minute, ce qui est, je pense, un record personnel de sincérité sans aucune substance. Et puis, il y avait Chloé. Chloé m'a appelé un mercredi après-midi, 3 semaines avant mon opération. J'y étais dans la cuisine en train de me préparer une tartine, et j'y ai ressenti une petite chaleur en voyant son prénom s'afficher sur l'écran. Ce genre de chaleur que l'on ressent à la vue de quelque chose que l'on aime, même quand cela vous a déçu plus de fois que vous ne pouvez le compter. J'y ai décroché à la 2e sonnerie. Elle m'a demandé comment je me sentais par rapport à l'opération. J'y ai répondu que j'y étais nerveux mais prêt. Elle a dit que c'était bien. Puis elle a fait une pause. Un type de pause très particulier que je connais depuis qu'elle a 19 ans. Et elle a dit qu'elle était en fait dans une situation un peu compliquée. Elle avait du mal à payer son loyer ce mois-ci. Est-ce que je pouvais l'aider? Elle a 30 ans. J'y ai dit, oui, bien sûr, parce que je suis son père et que j'y ai toujours dit oui. J'y ai fait le virement depuis l'application bancaire de mon téléphone pendant qu'elle était encore en ligne. Elle a dit, merci, papa. Remets-toi bien, et elle a raccroché. Elle n'est pas venue à l'hôpital. Elle n'a pas appelé pendant mon séjour. Elle n'a, à ma connaissance, pas du tout pensé à l'opération après avoir reçu l'argent. Je veux faire une pause ici et vous raconter quelque chose sur le matin de mon intervention, car c'est important et je ne l'ai dit à personne. Je me suis réveillé à 5h15 du matin dans ma maison de la rue des Tilleuls. La maison était silencieuse de cette manière si particulière dont les grandes maisons sont silencieuses lorsqu'une seule personne y vit. Pas exactement paisible, mais le genre de silence qui a une forme. Un poids. J'y ai préparé du café que je n'avais pas le droit de boire. Je me suis assis dans mon fauteuil près de la fenêtre. Le soleil se levait au-dessus de la ligne des arbres, peignant tout de cet or fin de la Bourgogne qu'on ne voit qu'en octobre. Et je suis resté assis là, et j'y ai pensé, si quelque chose tourne mal aujourd'hui,
la dernière conversation que j'y ai eue avec ma fille cadette, c'était elle qui me demandait l'argent du loyer. J'y ai pensé pendant un long moment. Puis j'y ai commandé un VTC pour aller à la clinique. Je me suis enregistré à l'accueil et j'y ai confié mon téléphone à une infirmière nommée Sylvie pour qu'elle le garde pendant l'intervention. Ils m'ont gardé pendant 13 jours. La convalescence d'une prothèse de hanche n'est pas une mince affaire, quoique le docteur Laurent et son calme inébranlable veuillent vous faire croire. Il y a la douleur qui s'invite la nuit comme un convive indésirable. Il y a l'indignité des déambulateurs, des un bassin de lit, des avoir besoin d'aide pour faire des choses qu'elles ont fait seules depuis l'âge de 2 ans. Il y a une forme spécifique de solitude qui n'existe que dans les chambres des hôpitaux. Pas la solitude de l'isolement, avec laquelle j'y ai fait la paix, mais la solitude d'être entouré de machines qui bipent, de lumière au néon, des bruits lointains des familles des autres, et de n'avoir personne sur la chaise à côté de son lit. Cette chaise, je l'ai regardée tous les jours. C'était un fauteuil en sky bleu, dont le pied gauche était légèrement tordu, de sorte qu'il penchait à peine d'un côté. J'y ai mémorisé cette chaise comme on mémorise une cicatrice. Renaud a appelé le 2e et le 5e jour. Le 2e jour, il a demandé comment je me sentais. Le 5e jour, il m'a demandé si j'y avais un système de classement pour mes documents financiers parce qu'il serait peut-être bon de s'organiser, papa, à un moment donné. Sans urgence. Je lui ai répondu que mes documents étaient parfaitement organisés. J'y ai été ingénieur pendant 40 ans. Chaque document que j'y ai possédé est étiqueté, daté et classé dans un meuble de mon bureau. Camille a appelé tous les jours du 1er au 6e jour, ce qui semble dévoué, jusqu'à ce que vous compreniez que chaque appel durait environ 4 minutes, et consistait presque entièrement en des raisons pour lesquelles elle n'était pas encore venue, et des promesses sur le moment où elle viendrait. Les excuses étaient créatives. Je lui accorde ça. Les embouteillages, une gastro qui s'est avérée ne pas être une gastro, un spectacle des écoles qui n'était finalement qu'une répétition, une date butoir au travail qui a été repoussée. Tellement des excuses. Le 7e jour, elle a appelé et a dit qu'elle viendrait définitivement le 9e jour. Le 9e jour, elle n'est pas venue. Elle a envoyé un SMS qui disait « Papa, je suis tellement désolé. J'y ai eu un imprévu. Je t'expliquerai tout. Je t'aime. » J'y ai lu ce message. J'y ai posé mon téléphone sur la table de chevet bleu. J'y ai regardé le fauteuil en sky bleu et j'y ai senti quelque chose basculer en moi. Pas de façon dramatique, pas avec des larmes ou de la rage ou aucune des émotions auxquelles on pourrait s'attendre, mais silencieusement. De la façon dont des fondations se déplacent, lentes, certaines et permanentes. Chloé n'a pas appelé une seule fois après le virement de l'argent. Le 7e jour, Sylvie, une infirmière d'une 50aine d'années, avec la chaleur efficace de quelqu'un qui a vu toutes les versions de la nature humaine que ce monde produit, est venue vérifier mes constantes et m'a trouvé en train de lire un livre. Elle a jeté un coup d'œil à la chaise vide. Elle m'a regardé, elle a dit très doucement « Avez-vous de la famille, monsieur Lefebvre ?» J'y ai dit « Oui ». J'y ai souri en le disant. Elle a hoché la tête lentement, de la façon dont les gens hochent la tête quand ils comprennent quelque chose que vous n'avez pas dit, et a fini de prendre ma tension artérielle. Avant de partir, elle m'a serré la main une fois, juste une fois, et a dit « Vous appuyez sur ce bouton des appels à tout moment. » D'accord ? J'y ai repensé à ce serment de main tous les jours depuis. Le 13e jour, le docteur Laurent a signé mes papiers de sortie, a déclaré que ma récupération était excellente et m'a serré la main. Un bénévole m'a conduit vers la sortie dans un fauteuil roulant obligatoire, politique de l'hôpital, disait-il, ce que j'y ai trouvé à la fois touchant et absurde. J'y ai appelé un Uber depuis le trottoir. Le chauffeur était un jeune homme nommé Théo qui m'a demandé si j'y avais passé un bon séjour. Je lui ai répondu que c'était un hôpital. Il a ri. Nous avons conduit les 20 minutes jusqu'à la rue des Tilleuls dans un silence confortable, qui est le meilleur type de silence, celui que l'on choisit. Il m'a aidé à porter mon sac jusqu'à ma porte d'entrée. Je l'ai remercié. Il a hoché la tête une fois, de la façon dont les jeunes hommes hochent la tête quand ils ne savent pas trop ce qu'ils regardent, mais qu'ils perçoivent quelque chose, et il est retourné à sa voiture. Je suis resté devant ma propre porte d'entrée un instant avant d'entrer. Je ne sais pas exactement pourquoi. Ma hanche me faisait souffrir. J'y avais un déambulateur, une feuille de sortie et un petit sac de médicaments dans une pochette blanche de pharmacie. Il n'y avait aucune raison logique de rester sur mon propre perron comme un homme attendant qu'on le laisse entrer. Mais je suis resté là juste un moment,
à regarder la porte que j'y avais installée moi-même en 1989. La poignée en laiton que j'y avais remplacée 2 fois. La petite fissure dans le panneau supérieur gauche que je me promettais toujours de reboucher sans jamais le faire. Je suis rentré. La maison était exactement comme je l'avais laissée il y a 13 jours. Cela semble être une chose simple. Ce n'est pas une chose simple. Quand vous vivez seul, que vous partez pendant 13 jours et que vous revenez et que la maison est exactement comme vous l'avez laissée, cela signifie que personne n'est venu. Ni pour arroser la plante sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Ni pour relever le courrier qui est entassé dans la boîte près de la porte, ou simplement pour être présent dans l'espace où vous vivez. Personne n'est venu. J'y ai posé mon sac. Je me suis déplacé lentement dans la cuisine. De la façon dont vous bougez quand votre corps a traversé une épreuve et qu'il négocie encore les conditions de sa récupération. J'y ai rempli la bouilloire. Je l'ai posée sur la gazinière. Je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine et j'y ai regardé le jardin derrière la maison, les rosiers le long de la clôture sud, le vieux chêne, le banc en bois que j'y ai construit il y a 20 ans et qui a survécu à tous les hivers bourguignons depuis. Tout était exactement comme je l'avais laissé. J'y ai pensé au fauteuil en sky bleu de la chambre 114. La façon dont il restait vide jour après jour, légèrement penché sur son pied gauche, attendant quelqu'un qui n'est jamais venu. J'y ai pensé à Sylvie demandant si j'y avais de la famille et au sourire qui m'a coûté quelque chose que je n'ai toujours pas tout à fait nommé. J'y ai pensé à la voix de Chloé au téléphone. Merci, papa. Remets-toi bien. Et au silence spécifique qui a suivi. J'y ai réfléchi à ce que signifie aimer les gens. J'y aime mes enfants de la façon dont j'y ai construit des choses, avec soin, avec les bons matériaux, en veillant à ce que cela dure. Pas parce que quelqu'un regardait, pas parce qu'il y avait quelque chose à y gagner, car l'amour n'est pas une transaction. Ce n'est pas une représentation que l'on donne quand l'enjeu est suffisamment important. J'y ai préparé mon thé. Je l'ai porté prudemment jusqu'à mon fauteuil près de la fenêtre, le fauteuil dans lequel je m'assieds depuis 30 ans, celui dont la coudoir droit est usé là où mon coude repose toujours. Je me suis assis. La lumière de l'après-midi entrait par la fenêtre sous un angle rasant, comme elle le fait en octobre, fine, dorée et légèrement mélancolique. Je suis resté assis là un moment, simplement assis. La maison était silencieuse autour de moi, pas le silence paisible d'un dimanche matin, ni le silence confortable d'un homme qui apprécie sa propre compagnie. L'autre silence, celui qui a une forme. J'y ai eu 13 jours pour comprendre certaines choses sur ma vie. J'y ai fini mon thé. J'y ai posé la tasse sur la table des appoints, puis j'y ai décroché le téléphone, non pas pour appeler Renaud, ni Camille, ni Chloé. J'y ai appelé Maître Michel Dubois, mon notaire depuis 26 ans. Il était temps de faire un peu d'ingénierie. Si vous écoutez depuis un moment, rendez-nous un petit service. Abonnez-vous. Beaucoup de gens regardent sans jamais le faire, mais ça ne vous coûte rien et ça signifie tout pour nous. Cliquez sur le bouton j'aime par la même occasion et laissez vos impressions dans les commentaires. Laissez-moi vous dire quelque chose sur les ingénieurs. Nous ne réagissons pas, nous répondons. Il y a une différence et cette différence est fondamentale. La réaction est un réflexe, une porte qui claque, une parole hurlée qu'on ne peut pas retirer. La réponse est mesurée, calculée. Vous évaluez la charge. Vous déterminez la solution structurelle appropriée. Vous construisez en conséquence. Maître Dubois est mon notaire depuis 26 ans. C'est un homme patient. Patient et précis, deux qualités que je respecte énormément, ayant passé ma carrière d'ingénieur entouré de personnes qui n'étaient ni l'un ni l'autre. Lorsque je l'ai appelé depuis ma cuisine ce soir dès octobre, me déplaçant encore prudemment avec mon déambulateur, encore endolori de manière que je ne décrirai pas, il a écouté sans m'interrompre pendant 11 minutes pendant que je lui disais ce dont j'y avais besoin. Quand j'y ai fini, il est resté silencieux un moment. Puis il a dit, « Antoine, en êtes-vous certain ?» Je lui ai répondu que j'y en étais certain depuis le 7e jour. Il a dit qu'il rédigerait les documents. Je l'ai remercié, j'y ai raccroché et j'y ai bu mon thé. Par la fenêtre, le ciel de Bourgogne s'assombrissait au-dessus de la ligne des arbres, et le quartier s'installait dans ses bruits du soir. Une tondeuse à gazon 2 rues plus loin, le chien de quelqu'un, le klaxon lointain d'un train de marchandises de passage. Des sons ordinaires. Les sons d'une vie qui continuait, que quelqu'un soit là pour y assister ou non. 6 semaines après ma sortie de l'hôpital, j'y ai appelé mes 3 enfants et je les ai invités à dîner.
Je veux être précis sur mes intentions ce soir-là, car je pense que la précision a son importance. Je ne jouais pas la comédie de la faiblesse. Je ne tendais pas exactement un piège. Je faisais quelque chose de plus élémentaire que ces deux choses-là. Je leur permettais simplement de me montrer qui ils étaient, et ensuite, j'y allais m'en souvenir. J'y ai préparé une gougère au fromage maison, exactement comme leur mère la faisait. Je n'en dirai pas plus que ceci, certaines recettes sont des souvenirs, et j'y ai été assez généreux pour partager les miens. J'y ai mis la table avec les beaux sets de table. J'y ai mis du John Coltrane en sourdine sur la chaîne hi-fi. J'y étais, à tout point de vue visible, un chaleureux vieillard de 78 ans, simplement heureux que sa famille soit venue. Renaud est arrivé le premier. Il arrive toujours le premier parce que Renaud comprend qu'arriver le premier est en soi une déclaration de fiabilité, de dévouement, le fait d'être celui qui est responsable. Il a franchi la porte avec une bouteille de vin rouge qui, je le soupçonne, coûtait 40 €, et avec quelle énergie spécifique d'un homme qui a répété son entrée. Il m'a pris dans ses bras. Il m'a serré une seconde de plus que des habitudes. Puis ses yeux ont parcouru le salon. Les moulures au plafond, la cheminée, les étagères encastrées que j'y ai installées moi-même en 1987. Vers la cuisine, les plans de travail rénovés, l'électroménager. Retour au salon. Une évaluation professionnelle rapide déguisée en sourire chaleureux. L'endroit est superbe, papa, a-t-il dit. C'est le même que ça a toujours été, ai-je répondu. Je sais. C'est juste que, c'est superbe. Camille est arrivée pratiquement à l'heure. Elle est entrée essoufflée, une tarte aux pommes de supermarché entre les mains, le geste d'une femme qui sait qu'elle doit bien plus qu'une tarte, mais qui espère qu'une tarte fera l'affaire. Elle m'a serré dans ses bras pendant un long moment. Je pouvais sentir son soulagement de me trouver debout et fonctionnel. Puis elle s'est assise, et avec l'architecture soignée de quelqu'un qui répète depuis 6 semaines, elle a commencé à expliquer l'hôpital. Je ne raconterai pas tout en détail, car cela ne mérite pas la dignité d'un récit complet. Il y a eu des références à une gastro, à l'emploi du temps de Damien, au calendrier scolaire des enfants, à un problème de plomberie dont je suis certain qu'il n'a jamais existé. Elle a utilisé l'expression « je m'en suis tellement voulu 3 fois », ce qui est toujours intéressant, car les gens qui s'en veulent terriblement remuent généralement ciel et terre pour ne pas faire ces choses. J'y ai écouté chaque mot avec la patience d'un homme qui a passé 40 ans à lire des rapports des ingénieries, ce qui veut dire que j'y ai absorbé l'information sans y réagir, je l'ai classée avec précision et j'y en ai tiré mes propres conclusions en privé. Je lui ai dit que je comprenais parfaitement. Elle a poussé un soupir de soulagement. J'y ai fait passer la gougère. Chloé est arrivée la dernière, 38 minutes après l'heure fixée pour le dîner, arborant l'expression qu'elle porte depuis l'adolescence, une sorte d'ennui préventif, comme si la vie était une salle des attentes et qu'elle espérait toujours un meilleur endroit où être. Elle m'a embrassé sur la joue. Elle s'est assise. Elle n'a pas mentionné l'hôpital. Elle n'a pas mentionné l'argent. Elle a pris sa fourchette et a demandé ce qu'il y avait dans le plat. Elle a vérifié son téléphone 2 fois avant que le repas ne soit à moitié terminé. Je les ai observés tous les 3. La façon dont Renaud ne cessait de jeter des coups d'œil aux étagères. La façon dont Camille riait un peu trop facilement à tout ce que je disais. La façon dont Chloé mangeait avec le contentement spécifique de quelqu'un qui n'a aucune idée qu'il passe une audition. Puis j'y ai posé ma fourchette. Je voulais vous parler de quelque chose, ai-je dit. Depuis l'opération. Ça m'a fait réfléchir. La tablette s'est ajustée. Subtilement. Un changement de posture, une légère concentration de l'attention. Mais je suis ingénieur. Je remarque les changements de charge. À 78 ans, ai-je dit, il n'est pas inutile de mettre ses affaires en ordre. J'y ai travaillé avec Maître Dubois sur certaines choses, juste pour m'assurer que tout sera là où il faut quand le moment viendra. Alors Renaud a dit très prudemment, c'est très sensé, papa. Camille a ajouté, bien sûr. C'est tellement responsable. J'y ai repris ma fourchette et j'y ai dit, encore un peu de gougère? Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé au cours des mois suivants avec la lente inévitabilité d'une chose que l'on a correctement conçue. Renaud a commencé à appeler tous les dimanches à 10h. Pas 10h15, pas 9h50. 10h. Précis comme une mesure. Il s'enquérait de ma santé, de mon appétit, de mon sommeil, de mon genou, de ma hanche. Renaud, j'y ai été opéré de la hanche.
Et après 15 minutes de performance de fils dévoué, il trouvait le moyen de mentionner très naturellement une question sur la maison. Avais-je pensé au viager? Avais-je parlé à un conseiller financier récemment? Est-ce que j'y arrivais à suivre pour les impôts fonciers? Juste des choses pratiques. Juste de l'anticipation, papa. Camille a commencé à apparaître le jeudi avec des courses. De vraies courses. Pas des fleurs de station-service et une boîte de biscuits industriels, mais de vraies courses pensées pour moi. La marque de café que je bois, le pain de campagne spécifique qu'elle savait que j'y aimais. Elle était chaleureuse, serviable, et une compagnie sincèrement agréable. Et assis en face d'elle dans ma cuisine ces jeudis après-midi, j'y ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. Du chagrin. Pas pour ce qui se passait maintenant, mais pour ce qui aurait pu se passer depuis le début. Pour la version de Camille qui aurait pu se pointer le 3e jour, ou le 6e, ou même le 10e, et n'importe quel jour, un seul jour sur 13, et s'asseoir dans ce fauteuil en sky bleu et être simplement là. Cette Camille-là, celle avec les courses et la véritable attention. Elle était juste là, depuis le début. Je buvais mon café, je parlais avec elle des petits-enfants et de son jardin, et j'y étais, comme toujours, chaleureux. Chloé envoyait même de courts messages, à la grammaire approximative, mais des messages. Salut papa, comment tu vas? Et il fait froid dehors. Reste au chaud. Et une fois, de manière mémorable, une photographie d'un coucher de soleil sans aucun texte des accompagnements, ce qui était, je pense, sa version de la poésie. Je répondais à tous avec des phrases complètes et une ponctuation appropriée. Parce que j'y ai 78 ans et que j'y ai été bien élevé. Ils appelaient, ils venaient, ils jouaient la dévotion qu'ils auraient dû offrir librement, maintenant offerte comme un investissement. J'y ai accepté chaque visite. J'y ai cuisiné. J'y ai ri. J'y ai posé des questions sur leur vie. Je n'ai jamais mentionné l'hôpital. Pas une seule fois. Pas une seule allusion, pas un commentaire détourné, pas même ce silence prudent qui signale les choses non dites. Je ne leur ai rien donné contre quoi se défendre, rien dont ils auraient pu s'excuser, rien à négocier. L'hôpital avait eu lieu. Je l'avais digéré seul, comme j'y ai digéré la plupart des choses dans ma vie. Je n'avais pas besoin qu'il s'excuse. J'y avais besoin qu'ils comprennent. Et la compréhension, dès après mon expérience, s'atteint mieux par les conséquences que par la conversation. La conséquence était déjà écrite. Le notaire avait les papiers. C'est un jeudi de mars, 5 mois depuis l'opération, et je suis assis sous le porche de ma maison de la rue des Tilleuls avec une tasse de café et la satisfaction spécifique d'un homme qui a très bien mis ses affaires en ordre. La matinée bourguignonne fait ce que font les matinées bourguignonnes en mars, débattant avec elle-même pour savoir si c'est encore à l'hiver. Le cerisier dans le jardin de devant envisage de fleurir. Le petit Martin, 2 maisons plus loin, tente sans succès de démarrer une tondeuse à gazon. Un rouge-gorge se pose sur la rambarde de mon porche pendant 11 secondes, me regarde avec la franche indifférence d'une créature qui ne doit rien à personne, et s'envole. Je pense à ce rouge-gorge plus qu'il n'est probablement rationnel. Ma hanche va bien, mieux que bien. Le docteur Laurent a fait de l'excellent travail. Je marche 3 kilomètres tous les matins maintenant, ce qui est plus que ce que je marchais avant l'opération, ce qui signifie peut-être que toute cette épreuve m'a fait un certain bien mécanique, même si elle a confirmé certaines faiblesses structurelles ailleurs. J'y ai toujours été meilleur pour repérer les faiblesses structurelles que la plupart des gens. C'est mon bagage des ingénieurs. Le mois dernier, j'y ai fait un don à la fondation de la clinique, un fonds spécifique pour le confort et les soins des patients, le genre de fonds qui achète des couvertures chaudes et de meilleurs fauteuils pour les chambres où les gens attendent seuls. Je l'ai fait au nom de Sylvie, l'infirmière qui m'a serré la main. Je ne l'ai dit à personne. Je n'en avais pas besoin. Il y a maintenant 3 associations caritatives sur mon testament, là où se trouvaient les noms de mes 3 enfants. La première est une association des anciens combattants à Dijon, des hommes et des femmes qui ont tenu bon quand personne n'est venu pour eux non plus. La deuxième est une bourse des études en ingénierie à l'INSA de Lyon. Parce que je crois en la construction de choses qui durent, et qu'un jeune esprit doté des bons outils est la structure la plus durable que je sache financer. La troisième est la fondation des hôpitaux pour enfants, que j'y ai choisi parce que les enfants n'ont pas choisi d'être dans des lits d'hôpital. Ma maison de la rue des Tilleuls, 4 chambres, des moulures au plafond des origines que j'y ai installées moi-même en 1987, les rosiers le long de la clôture sud qui fleurissent depuis 1995, sera intégré à la succession pour être liquidé au profit de ces mêmes œuvres de bienfaisance.
Maître Dubois est au courant. Il le sait depuis octobre. C'est est un homme patient et précis, et il gérera tout exactement comme je l'ai spécifié. Il y a un document supplémentaire dans le dossier, une lettre, une page écrite à la main avec mon écriture de dessinateur industriel. Les petites lettres nettes d'un homme qui a passé 4 décennies à s'assurer que ces mesures étaient lisibles. Elle est adressée à Renaud, Camille et Chloé, à ouvrir après mon décès. Je vais vous dire ce qu'elle contient. Elle dit ceci, le temps que vous lisiez ceci, vous aurez des questions. Je veux répondre à celle qui compte le plus, parce que j'y ai été ingénieur pendant 40 ans et que je crois aux informations exactes. J'y ai été à l'hôpital pendant 13 jours suite à mon opération de la hanche. L'opération a eu lieu le 4 octobre. J'y en suis sorti le 17 octobre. Je suis rentré chez moi dans une voiture que j'y ai commandée depuis mon téléphone. Je vous avais communiqué la date 6 semaines à l'avance. Je veux être précis à ce sujet. 6 semaines. Je n'écris pas cela avec colère. Je l'écris parce que je crois que vous méritez de connaître l'exacte raison structurelle, la charpente de chaque décision prise dans ce document. En ingénierie, on appelle cela la transparence. Dans une famille, je suppose que ça porte des autres noms. La maison a été bien construite. Je l'ai entretenue avec soin. J'y espère que les œuvres de bienfaisance en feront bon usage. Je vous aime. Cette partie-là n'a jamais changé. Antoine Lefebvre. Camille arrive à 11 h avec un 4/4 et la luminosité spécifique d'une femme qui a décidé que ce serait une bonne visite. Elle porte la veste jaune qu'elle sait que j'y aime bien. Elle franchit le portail en criant papa même si elle peut me voir clairement sur le porche, ce qui est une habitude qu'elle a depuis qu'elle a 7 ans et que j'y ai toujours trouvée secrètement attendrissante. Elle s'assoit sur l'autre chaise du porche. Nous parlons du projet de science de sa fille, du prix des courses, et de la possibilité qu'il fasse assez chaud pour planter quelque chose bientôt. Elle est de bonne compagnie. Elle a toujours été quand elle venait. Je la regarde par-dessus le bord de ma tasse de café. Elle a la quarantaine, ma Camille. Elle a les mains de sa mère. Elle rit au bon moment et pose de vraies questions. Et assise ici, dans la lumière de Mars, dans sa veste jaune, elle est sincèrement attachante. Je l'aime. Ce n'est pas compliqué. On peut aimer quelqu'un et quand même modifier son testament. On peut aimer quelqu'un et laisser les conséquences être ce qu'elles sont. On peut aimer quelqu'un complètement et honnêtement, et refuser de prétendre que 13 jours de chaise vide étaient autre chose que ce qu'ils ont été. Elle ne sait pas. Elle n'en a aucune idée. Elle pense qu'elle est là, à boire du café avec un père reconnaissant dont elle a regagné l'estime, et dont elle hérite lentement, soigneusement et chaleureusement du patrimoine. Elle pense que les courses du jeudi et les appels du dimanche, et la veste jaune, ont fonctionné. Et dans les aspects qui comptent, les aspects humains, les aspects paternels, ça a marché. Ils m'ont rendu une version de mes enfants dont j'y avais cessé de croire qu'elle existait. J'y en suis reconnaissant. C'est juste que les documents officiels ne sont pas au courant pour la veste jaune. Renaud appelle à 10 h le dimanche, comme prévu. Nous parlons pendant 18 minutes. Il s'enquiert de mon sommeil. Bon. Mon genou, ma hanche. Renaud. Mon appétit. Excellent. J'y ai refait un hachis parmentier. Et puis, pile au bon moment. Aussi fiable qu'un calcul de charge. Il mentionne qu'une maison 2 rues plus loin vient d'être vendue beaucoup plus cher que prévu. Juste intéressant, dit-il. Juste un truc qu'il a remarqué. Juste en pensant au marché immobilier, papa. Ah, je dis. Bref, dit-il, je veux juste que tu saches qu'on est tous là pour toi. Quoi que tu aies besoin. Je regarde par ma fenêtre le cerisier, qui a pris sa décision et commence à fleurir. Pile à l'heure, que quelqu'un le lui ait demandé ou non. Je sais que vous êtes là, Renaud, je dis. Je sais. Chloé appelle un mardi. C'est sans précédent. Elle appelle et demande sans préambule si je veux déjeuner avec elle un de ces jours. Juste nous deux. Elle dit qu'elle a réfléchi à des choses. Elle dit, et cela résonne différemment de tout ce qui a résonné jusqu'ici. Elle dit, j'y ai l'impression de ne pas très bien te connaître, papa. C'est bizarre de dire ça? Je reste très immobile un instant. Ce n'est, en fait, pas une chose bizarre à dire. C'est la chose la plus vraie qu'elle m'ait dite de mémoire récente. C'est aussi, je le note avec la clarté détachée d'un homme qui a déjà déposé ses documents chez le notaire,
environ 5 mois trop tard. Mais je suis son père, et J ai 78 ans, et le cerisier est en fleurs. Ce n'est pas bizarre à dire, je lui réponds. Ça me ferait très plaisir. Nous sommes allés dîner le samedi suivant dans un bistrot. Elle commande des crêpes. Je commande une omelette. Nous avons parlé pendant 2 heures d'une manière dont nous n'avions jamais vraiment parlé auparavant. Pas des argent, pas des héritages, pas de la performance calculée du devoir familial. Juste parler. Elle me parle d'un homme qu'elle fréquente, ce qui est nouveau. Elle me dit qu'elle songe à changer de carrière, ce qui est aussi nouveau. Elle me pose des questions sur l'ingénierie, sur ce que j'y ai réellement fait, ce que j'y ai réellement construit, d'une manière qui suggère qu'elle est sincèrement curieuse et qu'elle avait toujours un peu oublié de demander. Je lui parle du projet de pont en 1987, de la station des épurations. De la fois où une erreur de calcul lors d'un test de résistance nous a coûté 3 semaines, et où j'y ai dû présenter les conclusions à une salle pleine des hommes qui étaient nettement moins indulgents face aux erreurs que je n'essaie de l'être. Elle écoute. Elle rit aux bons endroits. Elle dit, je ne savais rien de tout ça. Tu n'as jamais demandé, je dis doucement, sans accusation, juste en énonçant un fait. Elle reste silencieuse un moment. Puis elle dit, je suis désolée de ne pas être venue, papa. À l'hôpital. J'y ai cherché comment dire ça pendant des mois. Je la regarde de l'autre côté de la table du bistrot. Mon enfant. Les crêpes qui refroidissent légèrement. Et je ressens tout le poids complexe d'être un parent. Et l'amour qui ne nécessite pas d'être mérité. La blessure qui n'a pas besoin de drame. Le pardon qui n'est pas la même chose que elle oublie. Je sais, je dis. Je ne dis pas ce n'est pas grave parce que c'est été grave. Je ne dis pas ne t'inquiète pas pour ça parce qu'elle devrait s'en inquiéter un peu. Je ne dis pas le testament a été modifié et aucun de vous n'y figure plus. Je dis je sais, et je le pense, et je prends mon café, et nous continuons à parler. Nous sommes samedi matin maintenant, début avril, et je suis dans mon jardin de la rue des Tilleuls. Les rosiers le long de la clôture sud bourgeonnent de nouveau. Ils reviennent chaque année, c'est l'une des choses que j'aime chez eux. Pas de drame, pas des annonces, pas des exigences que quiconque les remarque. Ils reviennent, tout simplement. Je les ai plantés l'année où cette maison est devenue la mienne, et ils ont survécu à plus de choses que je ne l'espérais, et ils me survivront très probablement, ce que je trouve non pas triste, mais logique. J'y ai 78 ans. On m'a posé une prothèse de hanche. Je suis rentré chez moi en Uber. J'y ai modifié mon testament. J'y ai mangé du hachis parmentier avec mes enfants plusieurs fois depuis, et ils sont, dans la mesure de ce qui leur est encore accessible, de bonne compagnie. Ils pensent qu'ils vont hériter de cette maison. Ils héritent des samedis matins, s'ils le souhaitent. Ils héritent de la gougère au fromage, de l'appel téléphonique occasionnel et des impairs qui, malgré tout, restent chaleureux. C'est ce qui est disponible. C'est ce que j'y ai à donner. La paperasse est du ressort de Maître Dubois. Le rouge-gorge est de retour sur la rambarde. Le même, peut-être. Probablement pas. Quoi qu'il en soit, il me regarde avec cette indifférence franche et majestueuse. Une créature libérée de toute attente, ne devant de visite à personne, arrivant et partant entièrement selon ses propres conditions. Je lève ma tasse de café vers lui. Bonjour, je dis. Il reste 9 secondes, puis il disparaît. Je retourne à mes rosiers. Ce qu'il y a avec l'ingénierie, ce que les gens qui ne l'ont pas pratiqué ne comprennent souvent pas, c'est que le travail le plus important est invisible. C'est le calcul avant de couler le béton, le test de résistance avant la construction, la mesure qui ne ressemble à rien jusqu'à ce que la structure tienne debout pendant 50 ans, et que tout le monde ait oublié de se demander pourquoi. J'y ai bien construit ma maison. Je l'ai entretenue avec soin. J'y ai tout planifié, tout documenté, tout classé dans des dossiers étiquetés dans un meuble de mon bureau. Le moment venu, Maître Dubois ouvrira un dossier, passera quelques appels, et tout ira exactement là où j'y ai décidé que ça irait. En octobre, assis dans ma cuisine avec une tasse de thé et un déambulateur, et 13 jours des informations claires sur les personnes que j'y avais élevées. En ingénierie, on appelle ça une structure saine. Mes enfants, que Dieu les bénisse, appelleront ça toute autre chose, mais je ne serai pas là pour l'entendre. Et d'une certaine manière, assis ici dans cette matinée d'avril avec mon café, mes rosiers et le fantôme d'un rouge-gorge sur ma rambarde, c'est la pensée la moins troublante que j'y ai eue depuis très longtemps. Le testament est rédigé.
Les rosiers sont en fleurs. Tout est exactement là où il doit être.